Cette semaine, nous avons eu beaucoup d'activités dans le spatial, et bien plus. Oui, il y a SpaceX qui se prépare pour le 4e test en vol du Starship. Et qu'arrivera-t-il au Ship 26? Ça, c'est le prototype sans aileron et sans bouclier thermique. La fusée Falcon 9 nous offre encore un spectacle extraordinaire, mais un peu moins que notre étoile, oui, le Soleil qui est en feu. Et un peu moins en feu, c'est le Starliner de Boeing qui est encore retardé. Cette semaine, nous revenons dans le passé avec l'histoire du HL10. Nous parlerons également des feux de Saint-Elme dans ma chronique aviation. Et nous allons explorer le futur avec les fonds marins à travers le cosmos. Ici, nous faisons un petit voyage temporel à travers le présent, le passé et le futur. Je suis toujours heureux de vous retrouver. Bienvenue dans votre Actualité spatiale. Show! All engine running. Let's go. Autopilot activated. I am your father. Mes amis, nous sommes officiellement dans le dernier droit avant le lancement du Starship Super Heavy pour son 4e test en vol. Dans les derniers jours, la FAA a publié une déclaration disant que si elle convenait qu'aucun problème de sécurité publique n'est impliqué dans l'accident du vol 3, SpaceX pourrait reprendre les vols une fois que les exigences habituelles de sa licence auront été remplies et que l'enquête sur l'accident restera ouverte. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tout est vert, ils peuvent faire décoller cette fusée aussitôt qu'ils sont prêts. C'est ça que ça veut dire en gros. Et désormais, l'un des principaux correctifs concernait les systèmes de guidage, de navigation et de contrôle du booster afin de lui permettre d'aller plus loin dans la chronologie par rapport au vol 3. Et c'est probablement lié au balancement d'avant en arrière effectué par le booster. Parce qu'il semblait que les grid fins étaient responsables de ce problème. Alors, il y aura probablement des ajustements à la programmation. Et mes amis, après 34 jours d'absence, le booster 11 était de retour sur le site de lancement. Et pas longtemps après, c'est au tour du Ship 29, son partenaire pour le vol numéro 4, d'aller le rejoindre pour se préparer. Mais étant donné qu'il y a eu un problème majeur lors d'un test cryogénique sur le Ship 31 à Massey, ils ont dû investiguer. Puis ça semblait un défaut électrique majeur. Le site de Massey a été complètement coupé de tout le personnel pendant plus de 24 heures. Seuls les drones étaient autorisés à pénétrer sur le site. Et par la suite, les images nous donnaient une petite idée des dégâts. C'était pas beau. Parce qu'à cet endroit, il n'y a pas seulement du câblage électrique, mais des systèmes pneumatiques. Et c'est peut-être un tuyau qui aurait éclaté à l'intérieur et endommagé le câblage électrique qui aurait créé les étincelles. Bref, le Ship 31 a été ramené au chantier pour enquête. Puis je peux vous dire que c'est très important de s'assurer que le problème ne se produira pas sur les autres prototypes comme le Ship 29. N'oubliez pas que les tests d'épreuves cryogéniques à Massey sont effectués uniquement avec de l'oxygène et de l'azote liquide. Il n'y a donc aucun risque d'explosion. Imaginez si ça s'était produit pendant une répétition générale humide entièrement intégrée tout en utilisant du méthane qui est beaucoup plus explosif. Ça aurait pu être un désastre, puis on veut pas ça. Mais l'investigation a été très rapide à la vitesse SpaceX parce que le Ship 29 était de retour, oui, et même empilé sur le booster. Wow! Et la montée s'est déroulée pour une première fois en douceur. Oui, le Ship Quick Disconnect s'est connecté et nous étions prêts pour les tests. Et beaucoup de tests ont été effectués, mais pas de répétition générale complète. Mais soyons patients parce que c'est pour très bientôt. Et entre-temps, nous avons aperçu à la Starbase des nouveaux morceaux du Starship 2.0, ou Bloc 2 comme Elon Musk l'appelle. Il s'agissait d'un aileron avant du nouveau prototype. Et cette semaine, nous avons eu cette superbe photo de 3 boosters. Il y avait le 12, le 13 et le 14. Imaginez, l'un d'eux sera attrapé par la tour Mekadila. On a hâte de voir ça. Et nous avons aperçu également la Star Factory commencer à recevoir des climatiseurs. Puis étant donné que la majeure partie de cette zone est désormais totalement inaccessible à la grue, ils ont été livrés en hélicoptère. Donc, en gros, nous sommes prêts, SpaceX est prêt, la licence, on l'attend, mais on s'en fait pas avec ça parce que le prochain lancement est très bientôt, soit à la fin mai, soit au début juin, au début de l'été.
Et parlons maintenant des lancements de la fusée Falcon 9 de SpaceX de la semaine dernière. En début de semaine, nous avons eu un lancement Starlink tôt le matin sur la côte est depuis le Space Launch Complex 40 de Cap Canaveral. C'était le booster 1073 qui a décollé pour son 15e vol, mettant 23 mini-satellites Starlink version 2 en orbite pour la mission Groupe 658. Et une vue parfaite de ces satellites alors que les carénages se séparaient. Il s'agissait d'une pile complète de satellites Starlink réguliers laissés dans l'espace, suivi d'un atterrissage en mer sur la barge Shortfall of Gravitas. Puis je vous laisse écouter parce que c'était pas mal spectaculaire. Landing link deploy. Stage 1 landing confirmed. Eh bien oui, nous avons même reçu l'audio de l'atterrissage du booster et le lendemain, nous avons eu un autre lancement incroyable depuis Vandenberg cette fois. Et quel paysage magnifique du booster 1063 avec un ciel bleu de la côte ouest. Et la coupole de la Falcon 9 transportait 13 satellites Starlink Direct to Cell, inclus parmi les 20 au total. Et c'est loin d'être fini parce que SpaceX souhaite que le service mobile soit disponible pour les consommateurs d'ici le début de l'année prochaine. Oui, les téléphones directs avec Starlink. Et je vais être le premier client, je vous le confirme. Et le booster a effectué un autre atterrissage spectaculaire sur le drone Of Course I Still Love You, marquant le 18e atterrissage réussi de ce booster. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il s'agissait du 50e lancement pour 2024. 50 lancements, puis on n'est même pas encore dans le milieu de l'année. Imaginez. Et ça représente jusqu'à présent plus de 10 lancements par mois. Mais le plus génial des lancements de la semaine a eu lieu vendredi depuis le Space Launch Complex 40. Et ce lancement qui était juste après le coucher de soleil était le moment idéal pour observer la méduse spatiale. Et juste au moment de la séparation des étages à cette altitude, eh bien le soleil était toujours présent. Et même les carénages pouvaient être clairement vus flotter. Ça, c'est rare qu'on voit ça. Et ce fut également un autre record avec l'atterrissage du booster 1062 pour la 21e fois. Et au cours de la semaine dernière, nous avons vu des images d'aurore boréale extraordinaires. Je vous en parle plus loin dans la vidéo dans un autre chapitre. Mais au cours de la semaine dernière, nous avons assisté à une série de certaines des plus grosses tempêtes solaires que nous ayons vues depuis longtemps. Mais c'est particulier parce que vous allez dire, ben oui, les images de la station spatiale, ça devait être spectaculaire. Mais non. Allez, oubliez ça parce que pendant quelques jours, environ 2 fois par année, bien l'orbite de la station longe le segment jour-nuit. Puis ça signifie qu'il tourne continuellement à la frontière du jour et de la nuit. Puis avec la lumière du jour constant, ben c'est peu probable que de belles images d'aurore soient prises. Et c'était les plus importantes tempêtes solaires que nous ayons vues depuis plus de 2 décennies. Et tels événements peuvent provoquer des pannes de courant sur les satellites, interférer avec les systèmes électriques et les radiations, pourraient même nuire aux astronautes de l'ISS. Et pensez au réseau incroyablement nouveau et sophistiqué, là, un peu comme Starlink. Elon Musk a déclaré que les satellites étaient soumis à beaucoup de pression à cause de la tempête, mais qu'ils résistaient bien. Certains utilisateurs de Starlink auraient rencontré des problèmes de vitesse, là. Les débits étaient beaucoup plus bas, mais ça, c'est tout à fait normal. Et jusqu'à présent, eh bien, SpaceX n'a pas eu de perte de satellites à cause de ces tempêtes. Puis ça, ben, c'est une très bonne nouvelle. Ben oui, parce que c'est déjà vu, ça, perdre des satellites à cause des tempêtes. Nous voyons le mystérieux Ship 26 à la Starbase depuis un certain temps. Et puis ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas de volet, puis il n'y a pas de bouclier thermique. Nous ne savons pas exactement quel sera le but de ce vaisseau équipé de moteurs Raptor. Oui, il y a des moteurs Raptor dessus. Mais j'ai bien l'impression qu'il y aura la chance de voler lors d'un des prochains vols d'essai. Mais oui. Est-il réellement possible que le Ship 26 fasse partie de la prochaine campagne de vol d'essai? Eh bien, ça nous amène à la dernière réunion du comité d'exploration et d'opération humaine. Ils ont partagé que la démonstration de transfert de propulseurs en vol du vol d'essai 3, c'était un succès, contrairement à de nombreuses informations. Mais cela a conduit au développement futur plus complexe du matériel de transfert de propulseurs et à la démonstration de transfert de vaisseau à vaisseau dans l'espace. Et vous remarquerez que dans cette chronologie approximative, eh bien, il y a de nombreux éléments liés au système d'atterrissage humain qui sont désormais terminés. Et ça comprend les conceptions matérielles de haut niveau du Starship, les sous-systèmes clés, les modèles et analyses intégrées préliminaires. Et c'est en fait un très bon exemple de l'ampleur du travail en cours dans les domaines qu'on ne peut pas observer. Et les travaux se poursuivent sur les mécanismes d'amarrage, les capteurs de navigation et les déconnexions rapides. Et oui, mes amis, les propulseurs à gaz chaud reviendront. Il y a longtemps, le Booster 3 en avait un, mais nous ne l'avons jamais vu tester. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est que le transfert de propulseurs d'un vaisseau à l'autre aura lieu, oui, mais pas avant 2025.
Donc, SpaceX souhaiterait probablement que la deuxième plateforme de Starbase soit opérationnelle pour cette démonstration. Et c'est logique parce qu'ils doivent lancer 2 véhicules assez proches l'un de l'autre pour faire ces tests. Et le premier à être lancé sera le véhicule Starship cible doté de mécanismes d'amarrage actif. Puis le véhicule chasseur qu'on appelle de vaisseaux spatiaux sera lancé avec des mécanismes d'amarrage passif. Et le chasseur transférera le propulseur vers la cible, puis les deux seront désorbités. Et je sais pas vous, mais de mon côté, oh que j'ai hâte de voir ça, ça va être spectaculaire. La semaine dernière, c'était spectaculaire dans le ciel, et pas seulement dans le Grand Nord, mais en ville. Des aurores boréales magnifiques sont apparues dans le ciel, et ce serait une tache solaire 15 fois plus grande que la Terre qui serait à l'origine de ce spectacle. La tache solaire AR3664, qui regroupe presque 60 taches individuelles, est apparue à l'est de notre étoile au début du mois de mai. Et au début de la semaine dernière, bien, la tache avait doublé de taille, et ça en moins de 24 heures. Et on parle de 15 fois la taille de la Terre. Puis il y a également la tache solaire AR3663 qui s'est désormais déplacée vers le bord ouest du Soleil. Et lors de la nuit du 10 au 11 mai dernier, bien, nous avons pu apercevoir sur ces images composites des aurores jusque dans le sud des États-Unis. Et on parle d'Arizona, puis de la Floride, puis aussi dans le sud de l'Europe, jusqu'en Italie. À tout moment, le Soleil éjecte des particules chargées de sa couronne ou haute atmosphère, créant ainsi le vent solaire. Et lorsque le vent frappe l'ionosphère terrestre ou la haute atmosphère, eh bien l'aurore naît. Et dans l'hémisphère nord, ce phénomène est appelé aurore boréale, tandis que dans l'hémisphère sud, on l'appelle aurore australe. Et ces particules sont déviées vers les pôles de la Terre par le champ magnétique de notre planète et interagissent avec notre atmosphère, déposant de l'énergie et provoquant la fluorescence de l'atmosphère. Et les couleurs vives des aurores boréales, ben, ça dépend de la composition chimique de l'atmosphère terrestre. Et chaque type d'atome ou molécule absorbe et rayonne son propre ensemble de couleurs. Et certaines des couleurs dominantes observées dans les aurores sont le rouge, une teinte produite par les molécules d'azote, et le vert, mais c'est produit par les molécules d'oxygène. Et curieusement, moi je n'ai vu des rouges, puis on n'a pas vu souvent dans le nord des rouges. Souvent dans le Nunavik au nord, c'est vraiment vert, vert, vert. Des fois ça va vers le mauve, mais rouge, c'était assez impressionnant à voir en ville à Montréal. Et même si le vent solaire est constant, eh bien, les émissions solaires suivent un cycle d'environ 11 ans. Et parfois, il y a une accalmie, mais d'autres fois, de vastes tempêtes bombardent la Terre avec des quantités d'énergie extrêmes. Et c'est à ce moment que les aurores boréales sont les plus brillantes et les plus fréquentes. Et heureusement, le champ magnétique de notre planète nous protège de ces assauts. Et pour les chasseurs d'aurores, eh bien, nous approchons actuellement du maximum solaire. Et on parle de fin 2025, mais les scientifiques croient que ça pourrait être d'avance, donc fin 2024. Donc, préparez-vous pour un spectacle en couleur. Ben oui. La société de vol de Jeff Bezos, qu'on appelle Blue Origin, nous a appris cette semaine que son prochain vol de tourisme spatio suborbital aura lieu le 19 mai. Ça, c'est un dimanche, et ça sera le NS-25. Les vols suborbitaux de Blue Origin utilisent le véhicule New Shepard, composé d'une fusée et d'une capsule, et ces deux éléments sont réutilisables. La fusée atterrit verticalement peu de temps après le décollage, tandis que la capsule transportant l'équipage atterrit sous les parachutes. Et les passagers à bord de la capsule expérimentent quelques minutes d'apesanteur et voient la Terre dans l'obscurité de l'espace. Et le vol total du lancement jusqu'à l'atterrissage de la capsule, mais ça dure seulement que 11 minutes, c'est rapide. NS-25 sera le 25e décollage de New Shepard à ce jour, mais ce ne sera que le 7e lancement en équipage du véhicule, qui effectue également des missions de recherche robotique. Et le vol le plus récent en équipage de Blue Origin, le NS-22, a eu lieu en août 2022. Et un mois plus tard, eh bien, le New Shepard a subi une anomalie lors d'une mission de recherche entraînant la destruction de la fusée. La capsule a été parachutée en toute sécurité sur Terre.
Blue Origin a immobilisé New Shepard pendant qu'ils enquêtaient sur l'anomalie qui attribuait une défaillance thermostructurelle de la tuyère du moteur unique, le BE-3PM de la fusée. Mais à ce jour, tout a été corrigé, donc plus d'inquiétude. Le véhicule suborbital a repris le vol en décembre 2023 avec la mission NS-24 sans équipage. Les 6 passagers seront Ed White, ça c'est le tout premier candidat astronaute noir des États-Unis. Il y aura également le capitaine risqueur Manson Angel. Il y aura également Sylvain Chéron, que vous connaissez probablement en Europe. Ben oui, parce que c'est le fondateur de la brasserie artisanale Mont-Blanc, c'est pas rien. Il va aller faire un tour dans l'espace. Il y aura également l'entrepreneur Kenneth L.S. Il y aura Carol Schaller, comptable à la retraite. Pilote et aviateur Gopi Totakura, et qui a toute une histoire. Oh que oui. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Wow! Look at the Earth! Look at the Earth! Et une autre mission touristique suborbitale sera lancée quelques semaines après le NS-25 si tout se passe comme prévu. Le principal concurrent de Blue Origin dans l'espace, Virgin Galactic, qui eux veulent envoyer leur vol Galactic 7 avec 4 passagers plus 2 membres d'équipage le 8 juin, ça va être à suivre. Le Starliner de Boeing a encore une fois été retardé, mais cette fois-ci, ce n'était pas à cause de la fusée Atlas V, mais à cause d'une fuite d'hélium dans la capsule. Les équipes de la NASA, de Boeing et de United Launch Alliance, ou ULA, continuent de travailler sur les tâches restantes en vue du test en vol de l'équipage de Boeing vers la Station spatiale internationale. Et les équipes visent désormais une date de lancement au plus tôt en fin d'après-midi, le mardi 21 mai. Puis, tant qu'à moi, ça se peut que ça soit retardé encore. Ils ont besoin de temps. Ils en ont eu assez, On n'est jamais trop prudent. Ouais, mais il y a des limites, hein? Le 11 mai, bien, une équipe du ULA a remplacé avec succès une vanne ou valve de régulation de pression sur le réservoir d'oxygène liquide de l'étage supérieur Centaure de la fusée Atlas V. Et l'équipe a également effectué une repressurisation et des purges du système et testé la nouvelle vanne qui a fonctionné normalement. Mais voilà que les équipes du Starliner travaillent pour résoudre une petite fuite d'hélium détectée dans le module de service du vaisseau spatial sur un propulseur du système de contrôle de réaction. L'hélium est utilisé dans les systèmes propulsifs des engins spatiaux pour permettre aux propulseurs ou thrusters de tirer des petites poussées et n'est ni combustible ni toxique, donc c'est pas si pire. La NASA et Boeing développent des tests d'engins spatiaux et des solutions opérationnelles pour résoudre ce problème. Et dans le cadre des tests, eh bien, Boeing emmènera le système de propulsion à la pressurisation en vol, comme il le fait en priorité au lancement. Et puis, permettra au système d'hélium de s'évacuer naturellement pour valider les données existantes et renforcer la justification du vol. L'Atlas V et le Starliner restent donc dans l'installation d'intégration verticale Space Launch Complex 41 sur la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. Les astronautes de la NASA Butch Wilmore et Sonny Williams, toujours en quarantaine avant le vol, sont rentrés à Houston le 10 mai pour passer plus de temps avec leur famille pendant que les opérations de pré-lancement progressent. Et le duo retournera par la suite au Kennedy Space Center en Floride pour se préparer pour le lancement qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. Il va-tu avoir lieu cette année, ce lancement-là? Ouais, on a hâte de le voir, là. John Mankey, qui deviendra le directeur général de la NASA, Armstrong, eh bien, a réalisé le premier vol supersonique d'un corps porteur il y a 55 ans. C'était le HL-10 et tout ça a permis le développement de la navette spatiale. Après livraison à la NASA en janvier 1966, eh bien, le HL-10 effectua son premier vol le 22 décembre avec le pilote de recherche Bruce Peterson. Bien que le moteur fusée XLR-11, du même type que celui utilisé dans le Bell X-1, ait été installé, eh bien, les 11 premiers largages de l'avion de lancement B-52 étaient des vols planés non motorisés, destinés à évaluer les qualités de maniabilité, la stabilité et le contrôle. Le 18 février 1970, le pilote d'essai de l'Air Force Peter Hogue a piloté le HL-10 jusqu'à Mach 1,86 au 1976 km/h. Et 9 jours plus tard, eh bien, le pilote de la NASA, William H. Bill Dana, a piloté le véhicule à 90 030 pieds, soit 27 440 mètres.
Et c'était l'altitude la plus élevée atteinte dans le programme. Mais mon avion-fusée préféré, le X-15, a battu tous ses records. Oui, les 3 exemplaires construits ont effectué environ 200 vols d'essai, pulvérisant tous les records de vitesse et d'altitude. Et on parle de 7272,68 km/h pour la vitesse le 3 octobre 1967 et 107,96 km pour l'altitude le 23 août 1963. Assez incroyable, mais revenons au HL-10. Au cours d'un vol typique, eh bien, le B-52, avec le véhicule de recherche fixé au support de pylône sur l'aile droite entre le fuselage et le module moteur intérieur, a volé à 45 000 pieds, soit 14 000 mètres, et a une vitesse de lancement d'environ 720 km/h. Et quelques instants après avoir été largué, eh bien, le XLR-11 est allumé par le pilote. La vitesse et l'altitude augmentent jusqu'à ce que le moteur soit arrêté par choix ou par épuisement de carburant en fonction du profil de mission individuelle. Et les corps de levage transportaient du carburant pour environ 100 secondes de vol propulsé et atteignait régulièrement de 50 000 à 80 000 pieds, soit 15 000 à 24 000 mètres. Et des vitesses supérieures à Mach 1. Et après l'arrêt du moteur, eh bien, le pilote manœuvrait le véhicule à travers un couloir de retour simulé depuis l'espace jusqu'à une approche pré-planifiée pour un atterrissage sur l'une des pistes du lac Rogers Dry à Edwards. Et une approche circulaire a été utilisée pour perdre l'altitude lors de la phase d'atterrissage. Et lors de l'étape d'approche finale, eh bien, le pilote augmentait son taux de descente pour accumuler de l'énergie. Et à environ 100 pieds, soit 30 mètres d'altitude, eh bien, une manœuvre d'évanouissement qu'on appelait faisait descendre la vitesse de l'air à environ 320 km/h pour l'atterrissage. Et des leçons ont été tirées grâce aux essais en vol réussis du HL-10. Au cours des premières phases du programme de développement de la navette spatiale, eh bien, les corps de levage calqués sur la forme HL-10 constituaient l'un des 3 principaux types de propositions. Ceux-ci ont été rejetés parce qu'il s'avérait difficile d'installer des réservoirs de carburant cylindriques dans le fuselage toujours incurvé, puis à partir de là, la plupart des conceptions se sont concentrées sur des avions à aile delta plus conventionnels. Et le HL-10 était censé voler dans l'espace entre le début et le milieu des années 1970. Et suite à l'annulation du projet lunaire Apollo, on s'est rendu compte qu'il restait une quantité importante de matériel Apollo, notamment plusieurs modules de service de commande, le CSM, et puis des fusées Saturn V. Et la proposition était d'ajouter au HL-10 un bouclier thermique ablatif, des contrôles de réaction et d'autres sous-systèmes supplémentaires nécessaires aux vols spatiaux en équipage. Et le véhicule aurait été lancé dans l'espace à la place du module lunaire sur un lanceur Saturn V avec un module de commande service, le CSM d'Apollo. Et une fois en orbite terrestre, il était prévu qu'un bras d'extraction robotique retirerait le HL-10 du 3e étage de la fusée et le placerait à côté du vaisseau spatial Apollo avec équipage. Et l'un des astronautes sortirait ensuite dans l'espace depuis l'Apollo et monterait à bord du HL-10 pour effectuer une vérification de ses systèmes avant la rentrée. Et initialement, il y avait 2 vols de prévus dans ce programme. Dans le premier, le pilote retournait à l'Apollo et renvoyait le HL-10 sur Terre sans équipage. Puis si ce vol réussissait, le 2e lancement impliquerait un atterrissage piloté à Edwards. Mais le projet a été annulé parce que le lanceur, la Saturn V, en orbite terrestre basse, avec une charge utile légère, ça constituait vraiment pas une utilisation efficace des capacités. Et les missions Apollo avaient été annulées à cause du budget, donc c'était pas vraiment justifiable d'envoyer une mission aussi légère, le HL-10, dans l'espace. Mais vous trouvez pas qu'il y a une mission qui va avoir lieu bientôt qui commence à ressembler à ce HL-10? Aujourd'hui, dans ma section Aviation à l'approche de l'été, j'ai eu envie de vous parler d'un phénomène météo extraordinaire, les feux de Saint-Thème. Les feux de Saint-Thème sont très souvent associés à la légende de Saint-Thème. Ces feux apparaissent sous la forme d'électricité bleue ou violette, un peu comme la foudre. Mais attention, il ne s'agit pas d'un véritable éclair. Non, les feux de Saint-Thème et les éclairs se composent tous les deux de particules ionisées issues d'un orage qui est situé à proximité. Mais l'éclair est une décharge électrique qui part du nuage d'orage jusqu'au sol. Et les feux de Saint-Thème ne sont que des petites étincelles. Il s'agit d'une décharge de plasma qui se produit lorsqu'il y a un déséquilibre dans les charges électriques et les molécules d'air se dispersent et émettent alors une lumière bleu-violette.
Et c'est la différence de charge entre l'air et un objet pointu qui est à l'origine du phénomène, comme par exemple les pointes métalliques des ailes d'un avion, la pointe de la croix d'une église ou les mâts de voilier. Et le phénomène tient son nom du saint patron des marins, Saint Elme, protecteur de ceux qui prennent la mer. Il aurait défié la puissance de l'éclair, rien que ça. Donc, voir des feux de Saint-Elme, ça serait comme un signe de chance. Et ces feux se produisent uniquement sur des objets pointus parce que l'énergie est canalisée, contrairement à une surface plate. Et le bleu-violet est ensuite le résultat de l'interaction de cette électricité entre l'azote et l'oxygène de l'atmosphère. Et c'est en avion que le phénomène est le plus courant et le plus spectaculaire. Et la manifestation des feux de Saint-Elme sur un avion indique qu'un nuage d'orage ou un cumulonimbus n'est pas très loin, puis que l'appareil risque d'être frappé par la foudre. Mais frappé par la foudre, ça serait pas la fin du monde, parce qu'on a une cage de Faraday pour nous protéger. Et la plupart du temps, les feux de Saint-Elme sont inoffensifs. Ils ne brûlent pas puis ne donnent pas de décharge électrique, mais peuvent perturber le courant électrique. Et il arrive qu'on entend les décharges électriques, mais il y a tellement de bruit dans un avion que c'est quand même difficile. Et en arrière dans la cabine, c'est impressionnant aussi pour les passagers. Il y en a qui peuvent avoir peur, mais je vous rassure, ce n'est vraiment pas dangereux, puis c'est juste beau la nature. Profitez-en quand vous en voyez. Fermez pas les hublots. Et si vous voulez acheter des feux de Saint-Elme, c'est possible dans les boutiques vendant des objets de science et découvertes. Parce que c'est tout simplement des tubes et des globes néons qui contiennent des petits éclairs. Saviez-vous qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'espace et le fond de nos océans? Tous deux sont des endroits froids et sombres, bouleversant nos expériences normales de gravité, où nous ne pouvons pas respirer, où la pression peut nous tuer. Et les deux contiennent de nombreux mystères captivants non résolus. Nos océans sont remplis d'une vie que nous n'avons jamais vue auparavant, et l'espace... j'ai pas besoin de vous dire que nous y retrouvons tous les mystères. La NASA qui explore l'espace interstellaire a décidé de concentrer son attention vers les profondeurs de l'océan. Mais pourquoi? Je vais commencer par vous dire que nous en savons plus sur la Lune, notre satellite naturel, que sur le fond de nos océans. C'est incroyable. Nous avons cartographié la Lune grâce aux satellites et aux télescopes, mais actuellement, nous avons la carte de seulement 23,4% du fond de l'océan en haute résolution. La NASA a été fondée en 1958 dans le but d'élargir la connaissance humaine des phénomènes de l'atmosphère et de l'espace et de développer les véhicules et les technologies qui les aideraient à le faire. Et l'exploration de l'océan, c'était vraiment pas leur priorité. Puis d'ailleurs, on n'a pas l'air s'y intéresser à l'océan, mais vous allez voir que c'est plus qu'important. En 1978, la NASA a commencé à surveiller l'océan avec son premier satellite océanographique dédié, capable de collecter des données sur les vents à la surface de la mer, les températures de surface, la hauteur des vagues et d'autres fonctionnalités. Et tout ça, ça les a aidés à apprendre davantage sur les océans de notre planète et leur impact sur le climat mondial. Cependant, certaines découvertes les plus passionnantes de la NASA ont été trouvées dans le fond de nos océans, mais très récemment. L'une des façons par lesquelles la mer peut préparer les astronautes à l'espace passe par Aquarius. En gros, c'est un laboratoire sous-marin habitable. Submergé à 19 mètres de profondeur à 5,6 km au large de Key Largo en Floride, Aquarius peut accueillir un équipage de 6 personnes. Et cet environnement extrêmement hostile offre des conditions similaires à celles des missions spatiales habitées. Aquarius est utilisé par la NASA depuis 2001 pour former les astronautes qui iront en mission à bord de la Station spatiale internationale. Et les conditions de vie imitent celles trouvées sur la Station spatiale internationale, de sorte que les astronautes qui ont passé une semaine à la base d'Aquarius auraient un avant-goût de à quoi ressemblerait la vie là-haut. Et jusqu'à maintenant, il y a eu 23 missions d'équipage d'astronautes de diverses agences spatiales qui ont duré jusqu'à 3 semaines. Mais ce n'était vraiment pas la seule utilisation que la NASA avait de nos océans. L'océan permet également à l'agence de tester des machines qui serviront à explorer des mondes souterrains lors de futures missions spatiales. Notre système solaire abrite de nombreux grands océans en dehors de la Terre. La Lune de Jupiter, Europe et la Lune de Saturne, Encelade, ont des masses d'eau importantes sous leur surface glacée d'1 km d'épaisseur.
Et bien qu'elle ne représente qu'un quart du diamètre de la Terre, mais les scientifiques pensent qu'Europe contient 2 fois plus d'eau que tous nos océans réunis. Et même si aucune lumière solaire ne pénètre jusqu'à ces profondeurs, eh bien le mélange de l'eau liquide bordant un rocher dans une croûte, ça ferait de ces 2 endroits des candidats idéaux pour la vie. Les scientifiques ont réfléchi à la meilleure façon de tester pour voir si la vie est réellement apparue dans les océans des lunes glacées. Et en 2024, eh bien, la NASA lancera Europa Clipper avec pour mission de voler près de la Lune Europe et de la scanner pour en savoir plus sur la profondeur de sa coquille glacée afin d'essayer de terminer la composition de ces océans puis d'avoir une meilleure image de la Lune dans son ensemble. Mais Europa Clipper, ça fera que préparer le terrain pour les futures missions qui pourraient un jour voir un cryobot fondre à travers la coquille glacée d'Europe de 10 km d'épaisseur en utilisant des radiateurs à énergie nucléaire pour pénétrer dans ces océans et voir ce qui se trouve en dessous. Et une fois là-bas, aucun signal radio pourra les atteindre. Les messages seront relayés via un vaste câble descendu à travers la glace avec un cryobot. Et ça signifie que ce cryobot devrait être capable de descendre de manière autonome sur 100 à 200 km supplémentaires pour explorer l'environnement sombre glacial, pour voir si la vie extraterrestre nage dans ces eaux. Donc, avant d'aller explorer les océans de ces lunes, le meilleur moyen, ça va être d'explorer les océans inexplorés de notre Terre. Et les parties les plus profondes des océans sur Terre n'ont que 11 km de profondeur. Mais en raison des différences gravitationnelles entre Europe et la Terre, la pression que vous ressentiriez entre les deux est beaucoup plus comparable que vous pouvez imaginer. C'est incroyable. On pense que l'océan profond de 100 km d'Europe a une pression hydrostatique comprise entre 130 et 260 mégapascales. Ce qui, s'il existait dans un océan sur Terre, équivaudrait à une profondeur d'environ 13 à 26 km. Mais l'endroit le plus profond sur Terre, eh bien, on le connaît, c'est la fosse des Mariannes. Puis la pression est 1100 fois plus grande que celle à la surface. Et c'est suffisant pour écraser les cellules individuelles du corps humain ou pour imploser la plupart des sous-marins. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a de la vie, puis elle ne se contente pas de survivre, il y a des écosystèmes. Oui, ils sont rassemblés autour de sources hydrothermales au fond de l'océan, et là-bas des crabes et des poissons et des tonnes de spécimens, et même de 8 mètres de long ont été retrouvés, puis en abondance, c'est pas rien. Les parties les plus profondes de l'océan se trouvent principalement près des lignes de faille des continents, où une plaque s'enfonce sous une autre, et ces tranchées profondes créent un environnement unique en forme de V qui canalise les débris organiques du haut vers le bas dans une piscine boueuse. Et ça reste pas longtemps quand ça tombe, je peux vous dire, c'est le festin. La NASA veut explorer ces régions à l'aide de drones autonomes, peut-être des essaims entiers d'entre eux qui seraient capables de détecter des emplacements d'intérêt tels que des évents thermiques et seraient capables de cartographier le terrain à l'aide de caméras ou d'une intelligence artificielle embarquée similaire à celle utilisée par le rover Perseverance sur Mars. Mais un tel drone, ça doit être capable de résister à une pression excessive, mais la température autour de ces évents thermiques peut atteindre des centaines de degrés. Et les drones devraient être capables de survivre à des variations rapides de température. Et je peux vous dire que la NASA, ils en ont perdu jusqu'à maintenant. C'est pas grave, il n'y a pas de vie humaine en jeu. Le dernier drone de la NASA, c'est un petit sous-marin autonome connu sous le nom d'Orpheus. Il n'a pas encore pénétré dans les profondeurs de la mer, mais si ça fonctionne, sa conception pourrait être transportée sur une fusée parce qu'il est léger, puis être envoyé dans les océans d'Europe, puis dans un avenir pas si lointain. Mais oui. Ça complète votre rendez-vous du futur. Hey, merci de faire partie de l'aventure. Et comme disait Confucius, la chance est bien souvent un hasard qui se provoque. Hey, n'oubliez pas que le futur n'est jamais écrit à l'avance pour personne. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez. Alors faites qu'il soit bon pour chacun de vous. Profitez de la vie, alimentez vos passions parce que le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos. Autopilot activated.